Radio J. La revue des revues. Lise Gutman. Radio J. David Reinhardt, bonjour. Merci Bonjour, d'être Lise. avec nous ce matin pour nous présenter le nouvel exemplaire de la revue des Deux Mondes, dont le thème est « Les Juifs en France, l'histoire oubliée ». Alors, vous souhaitez donc nous parler de ce dernier numéro. C'est le numéro de mai-juin 2024. Et pourquoi, en fait, l'histoire oubliée, David ? Alors, dans son éditorial qui est intitulé « Des dommages de l'ignorance », Aurélie Julia débute son texte en citant Pierre Larousse et son exclamation « Guerre à l'ignorance », car l'histoire des Juifs est méconnue par le plus grand nombre, nous rappelle la directrice de la revue des Deux Mondes. Or, notre histoire, l'histoire de France, écrit-elle, ne peut s'écrire en faisant l'impasse sur les Juifs. L'identité française s'est construite avec les Juifs. Et elle termine son éditorial d'ailleurs en rappelant les propos du grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui est aussi dans cette revue, oui. Et elle écrit « L'histoire juive appartient à celle de la France, ne l'oublions pas ». Alors, quels sont justement les propos de Chaim Corsia que vous venez d'évoquer ? Alors, Chaim Corsia rappelle dans un entretien qu'il a accordé à la revue « Les Juifs vivent en France depuis 2000 ans. Cet attachement profond qui nous lie tient à la dimension humaniste et universelle de leur message commun. Le triptyque républicain, si vous voulez, se retrouve parfaitement dans le cœur d'un judaïsme qui, justement, était pris de liberté, d'égalité, de fraternité, ainsi, mais aussi de tolérance, d'accueil et d'ouverture à l'autre. C'est ce qui caractérise le judaïsme. Alors, en rappelant ce triptyque, le grand rabbin Chaim Corsia s'inscrit donc dans la lignée du grand rabbin Zadok Khan. Oui, vous avez raison, Lise Gutman. C'est parce que Zadok Khan faisait partie, si vous voulez, de ces citoyens français juifs qui ont participé avec ferveur et reconnaissance au culte de la nation issue de la Révolution, qui leur donnait, par un véritable miracle historique, les moyens justement de réconcilier le patriotisme le plus exigeant avec l'essentiel de la tradition juive. Et d'ailleurs, dans la revue, Dominique Schnapper nous rappelle que grâce à la Révolution, le patriotisme français s'est confondu avec les valeurs universelles du respect des droits de l'homme et également avec le messianisme qui est au cœur du judaïsme. Les cérémonies à la synagogue comportent d'ailleurs aujourd'hui encore une prière pour la République, pour la France. Oui, et l'on peut dire d'ailleurs avec Maurice Bloch, qui est cité par Dominique Schnapper, les temps du Messie étaient venus avec cette nouvelle société qui, à la vieille trinité de l'Église, substituait cette autre trinité dont les noms se lisaient sur toutes les murailles, liberté, égalité, fraternité, et la croyance dans les valeurs universelles, à travers la double fidélité du judaïsme au judaïsme et à la France, de la France de l'émancipation, a donné une forme spécifique au franco-judaïsme. Alors, à partir de quand, David Reinhardt, le terme israélite a-t-il pris un sens péjoratif qu'on n'aime pas trop, en fait, hein ? On pourrait dire, en fait, à partir de l'adoption du statut des Juifs, le 3 octobre 1940, par lequel le gouvernement de Vichy exclut les Juifs de toute une série de positions sociales et trahit le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, dans l'indifférence d'une population qui avait été traumatisée par la débâcle militaire. Et Dominique Schnapper, dans la revue d'ailleurs, nous explique que l'histoire a cassé une fois pour toutes ce qui est apparu désormais comme une tragique illusion. Les Juifs ont intériorisé l'idée que même le pays qui avait proclamé les droits de l'homme risquait toujours d'être infidèle aux principes qu'il avait lui-même proclamés. Alors la relation passionnée et enchantée des Juifs avec la France et la République a donc symboliquement pris fin le 3 octobre 1940. On se souvient de l'expression « heureux comme un Juif en France ». Exactement. Les Juifs sont restés patriotes, en effet. D'ailleurs, nous le dit Dominique Schnapper. Ils n'en savent pas moins, et c'est vraiment d'actualité, que quelle que soit leur bonne conduite en tant que citoyen, la France n'est pas plus exempte d'antisémitisme que les autres et que seule une démocratie forte
les protège contre le retour des passions tristes. Vous montrez vous-même dans la revue, dans un texte intitulé « Dans les manuels scolaires » que vous avez écrit, une recherche que vous avez faite, David, que la philosophie des Lumières a entraîné cet oubli de l'histoire juive dans les manuels scolaires. De quoi s'agit-il ? Bon, permettez alors que je me résume. Oui, que vous vous citiez, mais c'est important. De manière un peu le plus modeste possible. Je rappelle en effet que le peuple juif voit son apport à l'histoire de France éclipsé dans les manuels scolaires. Rien sur la foisonnante culture du Languedoc, où naquit la Kabbale, pas un mot sur le sort réservé aux Juifs de France au moment des croisades, silence complet sur l'expulsion des Juifs du royaume en 1394, motus et bouche cousue aussi dans les manuels scolaires sur la présence juive dans le comtat vénessin, en Alsace, à Bordeaux, le décret Crémieux oublié, tout comme d'ailleurs la présence juive en Algérie, bien qu'elle soit très ancienne. Sur tous ces événements, les manuels scolaires sont muets. C'est vrai. Et c'est pas nouveau, malheureusement. En quoi cette occultation des Juifs aurait-elle un lien de causalité avec la Révolution française ? Écoutez, je dis juste que la philosophie des Lumières n'a jamais entériné ni reconnu, moins encore légitimé ou consacré l'identité juive française collective. Il y a une phrase de Fichte dans Considérations sur la Révolution française. Pour résoudre la question juive, il faudrait couper la tête un beau soir de tous les juifs et remplacer leur tête juive par une tête d'homme. Et de fait, l'école de la République ignore, si vous voulez, le fait civilisationnel et la diversité des parcours historiques juifs au profit d'une vision figée en deux incarnations antithétiques. D'un côté, la victime de la Shoah, qu'on voit apparaître effectivement dans les manuels scolaires à un moment donné, Oui. et ensuite le bourreau israélien, mais pas de place dans ce schéma pour l'aspiration la plus ancienne du peuple juif à regagner son foyer. Alors, qu'est-ce qui vous amène à penser que les manuels scolaires traitent les Israéliens comme des bourreaux ? Vous en avez lu beaucoup ? En tout cas, j'en ai suffisamment lu regardé, pour comprendre, oui. regardé pour comprendre Oui. qu'il y avait effectivement une vision un peu manichéenne. Prenez par exemple Manuel Magnard, le chapitre « Faire la guerre, faire la paix ». C'est vraiment emblématique, mais je pourrais vous citer d'autres exemples. Oui. Il est illustré par une photographie qui reprend la confrontation d'un soldat israélien suréquipé, symbole donc de la force, avec un civil palestinien, symbole de la faiblesse, qui l'invective. Donc la difficulté pour les élèves à comprendre le conflit israélo-arabe les entraîne à pressentir dans l'opprimé d'hier, pour paraphraser Victor Hugo, l'oppresseur de demain. Oui. Alors, Chaim Corsia, le grand rabbin de France, nous appelle dans la revue à ne pas désespérer pour qu'à l'inverse de Caïn envers Abel, dit-il, chacun demeure le gardien de son frère. Oui, mais il constate aussi que les gens qui passent leur temps à arracher ou à rayer les photos des visages des otages du Hamas qui ont été placardés sur les murs de Paris ne considèrent plus que les Juifs sont de la même humanité qu'eux. Il parle d'un geste de négation, c'est un geste terrible, et on retrouve aujourd'hui ce geste de négation d'ailleurs lorsque les gens de LFI ou l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, nazifient Israël. Gilles-William Goldnadel d'ailleurs dit dans ce même numéro que dès le lendemain du 7 octobre, il avait prévu la suite, l'État ghetto, pogromisé, serait nazifié dès l'emploi de la force par Israël. D'ailleurs, le titre de son article dans la revue des Deux Mondes, c'est « Halte à la nazification d'Israël ». Alors, d'où vient selon lui, David, cet antisionisme, antisémitisme ? Oui, d'ailleurs, cette symétrie qu'on voit notamment avec la CPI, entre cette symétrie dégueulasse, oui, entre Israël et une entreprise totalitaire oui, génocidaire. Qui est le Hamas. L'islamo-gauchisme crève les yeux. Il a repris sans vergogne une grande partie de l'arsenal antisémite de l'extrême droite. Donc diaboliser les Juifs, nazifier Israël, si vous voulez, ça répond au calcul électoraliste d'une partie de l'extrême gauche, oublieuse des valeurs de la République que nous évoquions en début d'émission. oui. Et reste que les propos absolutoires réservés au Hamas étonnent moins dès qu'on se souvient de la véhémence, par exemple, avec laquelle un Gérard Miller avait fustigé les Juifs de France
soi-disant d'extrême droite, et quand il comparait quand il disait que certains Israéliens, il les accusait à la télévision de parler des Arabes comme les nazis parlaient des Juifs. Oui. Aujourd'hui, les courants islamistes et gauchistes, constate Gilles William Goldnadel, interrogé par Franz-Olivier Gisbert dans la revue, communient dans l'antisémitisme, comme on peut l'observer dans les manifestations à Paris, Londres ou Rome. Il dit cette phrase: l'antisémitisme a changé de trottoir. Il est passé du trottoir de droite au trottoir de gauche. Oui. En sachant qu'à l'extrême droite, on n'est pas non plus protégé. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ce numéro sur l'histoire oubliée des Juifs, ce numéro de la revue des Deux Mondes est très riche. Pouvez-vous pour finir, nous citer les autres textes que contient ce dossier? Oui, ce dossier, donc les Juifs en France, l'histoire oubliée du dernier numéro de la revue des Deux Mondes, contient aussi un texte important du directeur du MAGE, Paul Salmona, sur l'archéologie de la présence juive en France. Un autre tout aussi essentiel de Claire Soussan sur le moment Rachi. Pierre Savy évoque les Juifs à la veille de la Révolution française. Michel Delon fait un détour par l'Allemagne au XVIIIe siècle. François Heilbronn traite du combat des Juifs pour la France de 1870 à 1945. Perrine Simon-Naoum, elle, parle de l'engagement des médecins et savants juifs. Christine Claire raconte Simone Veil, la douloureuse rebelle, écrit-elle. Et le directeur général des éditions Stock écrit un texte très beau et personnel qui s'intitule « Armand Lunel, le dernier des Juifs ». Alors la revue rend aussi un bel hommage à Michael Barzwi. Oui, Sébastien Lapac écrit en effet un texte intitulé Michael Barzwi, être et transmettre. Il raconte notamment la rencontre entre Pierre Boutan et Michael Barzwi, c'est-à-dire d'un homme qui s'est arraché à une tradition antisémite, Pierre Boutan, hérité d'Édouard Drummond et de Charles Maurras, et d'un jeune juif qui avait besoin d'être éclairé sur son judaïsme pour devenir ce qu'il était. Et Michael Barzwi, que j'ai reçu souvent, qu'on a reçu Bien ici, sûr. était un écrivain, un intellectuel exigeant et attaché naturellement à Israël. Pour lui, une nation faite à la fois de paroles divines et de sang juif. Donc, une revue à se procurer absolument. C'est la revue de mai-juin 2004, la revue des Deux Mondes, les Juifs en 2024. France, l'histoire oubliée, à ne pas rater. À ne pas rater, ouais. Voilà, à se procurer. Et partout dans les librairies, partout. Partout, voilà. Merci David Reinhardt et à très vite pour une nouvelle revue des revues sur Radio J. Au revoir. Merci Lise Gutmann.